Le Cameroun, tout comme plusieurs pays du monde entier, est touché par la crise sanitaire de la COVID-19. Pour répondre à la menace et contenir la propagation de cette maladie qui est passée à l'étape de la contamination communautaire, le gouvernement de la République du Cameroun a institué le 17 mars 2020 une série de mesures restrictives. Sur très haute instruction du chef de l'État, son Excellence Paul Biya, une concertation interministérielle s'est tenue ce mardi 17 mars 2020 à l'effet de faire le point sur la situation et d'identifier les actions appropriées à mettre en œuvre. Au terme de cette rencontre, le président de la République a instruit les mesures suivantes. À compter du mercredi 18 mars 2020 et jusqu'à nouvel ordre. Sauf que l'application de certaines mesures, à savoir la fermeture des frontières terrestres, aériennes et maritimes du Cameroun, l'interdiction de rassemblement de plus de 50 personnes, la fermeture systématique des débits de boissons, les restaurants et les lieux de loisirs à partir de 18h, l'invitation des conducteurs de bus, de taxis et de mototaxis à éviter des surcharges, l'invitation des populations à observer strictement les mesures barrières au sein des populations des régions du Nord et de l'extrême Nord se heurte aux réalités locales. Il y a toujours des gens qui ne croient pas, mais je crois qu'ils ne sont pas nombreux. Si vous dites à quelqu'un Covid-19, c'est quoi dans sa langue maternelle, la personne ne saura pas. Comment s'impliquer dans ce qu'on ne connaît pas? Si on prend l'exemple des personnes peut-être analphabètes qui ne connaissent pas cette maladie, et je pense que si on leur explique en leur langue maternelle, on leur explique avec des exemples concrets et que le personnel de santé ou bien les relais communautaires viennent avec des images et leur expliquent le bien fondé de respecter les mesures barrières, je crois qu'on pourrait vraiment contribuer à éradiquer cette maladie. On a l'habitude de dire que quand tu expliques quelqu'un en français quelque chose qu'il ne comprend pas, explique en langue locale, il le comprend le plus possible. Si le nombre de cas liés à la COVID-19 inquiète les autorités sanitaires, plusieurs parmi les communautés ne sont pas réductibles au manque de connaissance de la maladie. Il y a même certains qui ne croient pas à cette maladie et d'autres pensent que c'est une maladie des Blancs, des Occidentaux, et d'autres même pensent qu'il n'y en a même pas du tout. Et cela donc a porté des conflits au niveau de nos populations. Ceux qui ont dicté ces mesures sont des spécialistes dans la matière. Nous ne connaissons pas la maladie, nous. Mais ceux qui connaissent la maladie, nous connaissons qu'il y a des gens qui connaissent la maladie. Raison pour laquelle, une fois que nous tombons malades, nous allons à l'hôpital vers les médecins. Ce sont ceux qui nous disent comment la maladie se transmet et qu'est-ce qu'il faut faire pour éviter ces maladies. La maladie à COVID-19, c'est une nouvelle infection virale due au virus SARS-CoV-2 qui a été découvert depuis décembre 2019 à Wuhan en Chine et qui fait partie d'une grande famille de maladies appelées coronavirus qui causent une infection respiratoire, allant de l'infection respiratoire simple à la détresse respiratoire. La nouvelle variante de Covid est foudroyante. Je dis foudroyante. Ça n'a pas de signes. On appelle ça évolue d'une manière insidieuse. C'est quand vous sentez les premiers signes d'essoufflement, d'étouffement, c'est en ce moment que vous sentez que vous êtes malade, vous partez à l'hôpital. Dans la nuit, vous partez. Donc les gens doivent intégrer ça pour pouvoir sauver leur vie. Vu qu'on ne connaissait pas encore ce que c'est de la maladie, la communication était plus facile, les gens étaient plus réceptifs en ce qui concerne le respect des mesures barrières. Mais avec le temps, les gens se sont habitués progressivement et ils ont vu que la maladie ne faisait pas trop de dégâts par rapport à ce que l'on imaginait. Et il y a eu un relâchement.
Actuellement, vous allez même constater que dans le district de santé de Mokolo, ou bien dans la ville, il y a un relâchement total, voire même complet. Les gens ne respectent plus la distanciation sociale, les gens se regroupent, les gens font des cérémonies de plus de 50 personnes, ils ne portent plus de masque et tout ça. Donc à l'heure actuelle, là, le message est passé, mais les gens ont déjà oublié. Aujourd'hui, avec l'avènement aussi de la vaccination, dont les contours sont très peu maîtrisés, il y a encore donc, cette tendance de refus, cette tendance à s'extrémiser, si on peut s'exprimer ainsi, parce qu'il y a beaucoup d'idées reçues dans un environnement où on n'a pas pris aussi suffisamment le temps d'informer les gens les uns et les autres à travers les différents créneaux de communication pour qu'il y ait une forme de compréhension commune dans un espace où les gens ne sont pas assez scolarisés et tout le reste. Donc, face à la moindre rumeur, face à des idées qui sont jetées comme ça, il y a beaucoup de risques, parmi lesquels donc, ces risques de radicalisation qui peuvent déboucher donc, sur l'extrémisme violent. Certains peinent à accepter ni à croire en l'existence de cette pandémie, tandis que d'autres déplorent l'absence d'informations fiables. Pas facile pour nous d'avoir les informations par rapport au coronavirus. Parce qu'il faut, quand vous arrivez dans les hôpitaux, on vous demande d'avoir les documents. Il faut exceptionnellement les documents venant de Yaoundé et ce n'est pas facile de les obtenir. Il faut savoir que pour avoir la bonne information, il y a un canal, il y a une hiérarchisation des informations. Et c'est le ministère de la Santé qui détient la bonne information sur la maladie. Au niveau local, c'est le district de santé ou bien les hôpitaux. Mieux vaut donc aller s'informer à la source. Quand vous arrivez avec vos clients, on vous interpelle pour payer les cache-nez. On ne vous informe pas pourquoi vous devez payer le cache-nez et qu'est-ce que ce cache-nez va vous servir. Dès qu'on vous dit de payer le cache-nez, vous payez le cache-nez seulement. Si on prend quelque chose chez vous, on vous dit de partir. Normalement, on devait vous informer. Vous portez ces choses-là, c'est pour telle maladie. Mais on nous laisse comme ça, là, moi, c'est ça qui m'énerve. Il faut prendre le soin d'approcher les gens pour leur expliquer la maladie, pour leur expliquer surtout la gravité de cette maladie-là et les amener à comprendre qu'en réalité, ces mesures-là ne sont pas des mesures, inventées et que c'est de leur santé qu'il est question et par conséquent, elles gagneraient plutôt à adhérer plutôt que de refuser. Donc, dans tout ça, si vous essayez de voir, l'élément important, c'est la communication. Et quand les gens sont informés, il y a solution. Mais quand les gens sont sous-informés, il n'y a pas de réussite, même si c'est n'importe quel projet. Donc, la communication est la voie importante. Les agitateurs sur les réseaux sociaux qui nous laissent tranquilles. Sinon, rien à faire là, qui viennent au village qu'on cultive ensemble. Parce que ça sert à rien de désinformer nos gens, que nous mourrons. Plus encore, jugée limitée par les uns et les autres, la stratégie de communication ne parvient pas à toucher les populations à la base. Car, faute d'avoir la bonne information et les connaissances nécessaires, les communautés captent les rumeurs et les informations hétérogènes, erronées, qu'elles ne peuvent vérifier ou trier. Les rumeurs que je suis en train de suivre, on dit que comme les cache-nez là, il y a même peut-être quelques produits qu'on a mis là-bas pour que ça nous menace, nous les Africains. Et par exemple, les gels, aussi, quand vous faites sur vos mains, vous essayez de frotter, c'est comme si ça peut brûler les mains. Et comme le vaccin qu'on nous a envoyé même, on dit que ça c'est pour diminuer le fait d'accouchement chez nous. Donc ça c'est le rumeur que nous suivons. Quelquefois, il y en a qui nous interpellent pour nous dire mais dites-nous quelque chose par rapport à ce qu'on entend. J'ai lu sur WhatsApp telle information,
que le Covid était une fabrication, une préparation lointaine et que le déclenchement a seulement eu lieu à une certaine période. Donc, tout cela, la parole que nous leur adressions, c'est en attendant de voir clair sur l'origine de la maladie, prenons acte de l'existence de la maladie. C'est les réseaux sociaux parce que l'État peut demander de faire ceci, cela. Le gouvernement ou bien le ministère de la Santé, peut envoyer des messages, faites ceci, faites cela. Et les autres aussi envoient le contre. Durement touché par la crise sécuritaire, l'avènement de la crise sanitaire de la COVID-19 et la non-collaboration de certains acteurs ont créé des frustrations diverses au sein des communautés de ces régions, que ce soit sur le plan religieux, culturel, social et économique. Il y a fidèles et fidèles, parce que la foi, c'est la foi en soi. Et nous, quand même, quand on annonce, comme on nous a recommandé, la séance tenante, on voit, c'est respecté. On ne connaît pas après la séparation. Une seule mesure ou bien deux mesures qui a eu un peu de difficulté entre les frères musulmans, c'est-à-dire la distanciation sociale. Lorsqu'on prie, il faut avoir 1 mètre entre les fidèles. Celle-ci a été un peu, comme ce n'est pas quelque chose de connu, ils n'ont pas vite accepté cela. Et limiter les salutations avec la main. Ça aussi, pour qu'ils comprennent, ça a pris un peu du temps. On a senti des chrétiens qui ont pris du temps d'abord pour comprendre. Tout d'abord, lorsque les gens sont habitués à venir, à entrer à l'église, maintenant on leur exige de se laver les mains au savon et à l'eau coulante, de porter les masques, ou alors qu'on ne peut plus avoir des célébrations ouvertes à tous, il faut limiter le nombre. Donc au début, ça a été très difficile pour les communautés, pour les chrétiens, d'accepter ces mesures barrières. Lorsque je suis allé placer ces scotch-là sur le tapis, il y en a qui murmuraient qu'on nous a achetés pour faire cela. Donc, ceux qui commencent déjà à penser tel de leur imam peuvent croire que nous avons dévié. Alors s'il y a un autre qui viendra les récupérer, à coup sûr ils vont aller. Le virus et les mesures restrictives affectent plusieurs secteurs d'activité. L'impact du coronavirus a touché l'économie locale qui a pris un coup. Les agriculteurs, les éleveurs, les mototaximens et les petits commerçants ont vu leurs revenus plonger. Une chute de recettes est même ressentie au niveau des communes. Bon, depuis la maladie là est venue, coronavirus, bon, notre travail a baissé. A baissé même, peut-être je peux dire, à 50%. On n'a pas de clients. Et le gouvernement aussi nous exige de quand même payer les taxes. Toutes les taxes que le gouvernement demande, on nous demande de payer. Le premier des choses, on nous demande de payer la quittance. On demande de payer la carte grise. On nous demande de faire quand même l'impôt libératoire et les gilets. Cette population, étant donc consciente de la situation de Covid, du danger que le Covid représente, n'est-ce pas, au sein de nous, elle également, compte tenu des mesures que nous avons prises, elle était plus réticente à contribuer à l'assiette fiscale. Et le gouvernement, par la suite, a pris des mesures d'allègement, en nous indiquant, n'est-ce pas, les impôts à surseoir. Quand quelqu'un veut quitter le village pour venir dans le marché, il faut le mettre le cache-nez. Il y a des vieilles mamans qui disent que non, eux, ils ne peuvent pas supporter. Des fois, ils font les demi-tours. Avant, la ville de Mopolo n'était pas comme ça. Maintenant, vraiment, ça ne donne plus parce qu'il y a le Covid-19. Il y a aussi le Boko Haram qui nous dérange. Jusqu'à aujourd'hui, la ville, ça ne donne pas le marché, ça ne donne pas. Les activités de mototaxi, en réalité, dans la commune d'arrondissement de Mara-Premier, nous, on ne les dérange pas trop. Nous ne les dérangeons pas trop. L'État, d'abord,
a voulu être à leur côté, l'État a voulu les aider en diminuant de moitié l'impôt que les taxis-motos devraient payer. Ils payaient par an 12 000. L'État a demandé qu'ils payent 6 000. Si on ne paie pas les taxes, ça veut dire qu'on va seulement fermer le ministère des Finances. Les fonctionnaires ne seront pas payés. Ça a été bien spécifié. Ils le savent. C'est une confusion qu'ils veulent mener pour qu'on les laisse jouir de leurs bénéfices en toute quiétude. Il y en a qui sont là dans les marchés uniquement, qui viennent dans les marchés pour, au nom de la commune, récupérer ceci, faire ceci. Là, vous allez trouver que dans un marché, vous allez trouver au moins 20 à 30 percepteurs de marché. Et ça, c'est des marchés locaux qui sont là, des personnes personnels comme ça, locaux qui sont là et qui font. Mais vous avez qu'une seule personne qui fait la liaison. Mais vous vous retrouvez avec des multitudes de personnes. Donc, et cette taxe-là, il va où? Cet argent recouvré va où? Bon, ça ne donne pas pour nous, les commerçants, les détaillants de la ville de Mokolo, ça ne donne pas pour eux, ça ne donne pas. Je veux que le gouvernement nous aide pour qu'on nous réduise un peu de taxes. On nous réduit un peu de taxes. Dernièrement, si on est allé aux impôts, on nous dit qu'il y a une taxe là qui a augmenté. On a dit au chef-centre des impôts, le nouveau actuel-ci. On lui dit qu'au contraire, on réduit, ou bien au contraire, on augmente. Il nous dit qu'il y a une taxe comité de développement rural, 7 500 qui a augmenté sur votre taxe. Là, des romanciers, on a un léger mécontentement avec les impôts des romanciers. Les mesures d'assouplissement annoncées par le gouvernement concernent certains secteurs d'activité. Entre-temps, d'autres espèrent pouvoir en bénéficier. C'est le cas des mototaximens dont l'activité est mise à rude épreuve depuis l'avènement de la COVID-19. Le port du masque restant obligatoire et la surcharge interdite, ils essayent de s'adapter tant bien que mal à la menace. Oru jori nanu mo taxi na wanni gal fere wala ke ban wi wala ba wi wa mobile yelma ko wala to man gari propose mo kana anni to ka go c'est facile, très facile même. Si les gens n'ont pas de revenus, il est extrêmement difficile de rationner normalement. Donc à la maison, les gens n'arrivent pas à rationner en temps plein. La pauvreté est d'abord la cause majeure de l'enrôlement de nos jeunes, par exemple. Quand on a essayé de fouiller un peu au niveau de l'insécurité causée par les groupes extrémistes, c'est en fait, ils sont amenés, soit parce qu'ils n'ont pas de quoi vivre, ils sont amenés à aller de l'autre côté pour survenir aux besoins de la famille. Maintenant, quand il faut que la situation Covid s'ajoute à cela, je pense que c'est avec le temps, si le gouvernement ou bien tout le monde n'essaye pas de collaborer ensemble pour qu'ils puissent trouver un terrain d'entente, pour qu'ils puissent réellement réussir à maîtriser cette situation de Covid-19, je pense que on serait en train de traiter dans quelques années d'autres problèmes qui sont causés à part la santé. Cette pandémie va causer encore d'autres problèmes pour la communauté. Si les personnes déplacées sont marginalisées dans la gestion de Covid-19, il est clair qu'ils vont se sentir frustrés et ils vont profiter pour aller ailleurs. Donc, c'est vraiment un tremplin pour les groupes terroristes et qui vont pouvoir les recruter. Il y a de cela quelques années, nous étions en train de vivre un contexte extrémiste, notamment la crise de Boko Haram. La crise de Boko Haram qui a suffisamment déstabilisé l'ensemble de la région de l'extrême nord et partant tout le bassin du lac Tchad. Et autour de ça, il y a un nombre de choses à comprendre. Quel est l'état d'esprit dans lequel les gens se trouvent? On a des gens traumatisés, on a des gens vulnérables
à tous les niveaux, qui essayent d'une manière ou d'une autre de reprendre la vie, des gens qui cherchent à repartir chez eux, des gens qui cherchent à reprendre la petite économie. Avec l'avènement de la COVID-19, outre ces difficultés, de nombreuses situations vécues par les populations en rapport avec la crise sanitaire du fait de la non-collaboration, à l'instar de la mauvaise application des instructions relatives aux facilités proposées par le gouvernement, le manque d'informations, entre autres signes, ont entraîné des frustrations diverses au sein des communautés, lesquelles peuvent ouvrir la voie à l'enrôlement ou à la radicalisation de ces groupes vulnérables par les groupes extrémistes. Les masques là, on circule sur la route. Il y a aussi les forces de l'ordre qui nous interpellent. Dès qu'on vous interpelle, si vous n'avez pas de masque, on prend votre moto et on gare. Et si ça fait 2, 3, 4, jusqu'à 10, ça nous quand même peut-être même de pousser les autres à faire des grèves. Jusqu'à même d'autres même vont profiter, entrer à l'intérieur pour amener quand même de grands désordres, comme exemple le terrorisme. Un jeune qui, avec l'altitude de mouvoir, peut-être traverser même les frontières, faire ses achats, vendre et tout ça, et qui se retrouve en train de perdre du point de vue financier et qui n'est plus en activité, il sera une cible potentielle. Les extrémistes peuvent venir à lui proposer de l'argent et ils peuvent facilement rejoindre le coin, surtout les personnes qui habitent dans les frontières de la République. Là, c'est une situation vraiment qui peut aggraver l'état sécuritaire dans notre département. Il y a aussi les gens de moto qui peuvent prendre un client. Bon, ils vont aller, comme il y avait le masque qu'on avait nous obligés de porter, il va lui amener quelque part. Puisqu'il ne peut pas le reconnaître, il peut lui agresser et lui laisser là-bas et fuir. Par exemple, il le prend, il l'amène peut-être à Jaringol. Il l'agresse, il fuit. Sans lui reconnaître, on va le reconnaître par comment? Avec le masque là. Nous avons reçu, ont eu à avoir les mêmes remarques. La stigmatisation. La stigmatisation est partout, elle est fréquente. Les malades Covid se retrouvent rejetés de la communauté. Même au sein de la famille, même où ils vivaient, les gens refusent d'entrer directement en contact. On les isole dans une chambre, même venir leur donner à manger, personne ne veut, même te saluer. Même après guérison, quand ils sortent dans la rue, ils disent que ça, c'est un patient Covid. Et les rumeurs font en sorte que personne ne veut vous approcher, personne ne vous aide, on ne s'assoit plus avec vous. Et ces malades ressortent de là stigmatisés. Cette stigmatisation radicalisée. Et on a trouvé même les malades qui devenaient violents même. Nous-mêmes, quand on venait les rendre visite, après, dans le suivi de leur maladie, ils devenaient violents. Les parties prenantes, c'est-à-dire l'administration, les autorités sanitaires, essayent d'une manière ou d'une autre d'impliquer certains membres de la communauté, mais nous le savons tous, ce n'est pas tout le monde. Cette implication, je dirais, est un peu à tête chercheuse. Normalement, la société civile devrait être impliquée. Sorti de Boko Haram, on est en train d'entrer dans ce package de contraintes. Or, on sait que l'extrémisme violent a ses facteurs. Et quand on est dans une situation où les gens ont assez de contraintes, quand les gens sont embrigadés quelque part et tout, il y a donc du coup une forme, de révolte qui peut donc voir le jour. Donc c'est le lien à établir entre l'extrémisme violent et le Covid, c'est justement les mesures barrières qui ont, qui ont fait leur apparition du jour au lendemain, sans qu'on ne connaisse exactement de quoi il est question, sans qu'on ait la possibilité, par exemple, de savoir c'est quoi le cache-nez, comment on acquiert le cache-nez et tout. Donc tout ça a fait en sorte que les gens ne sont pas contents. Dans la rue, on a les forces de sécurité qui sont en train de contrôler ceci, les marchés et autres. Donc, ce sont des choses qui constituent des facteurs de radicalisation des gens. Et on sait que l'extrémisme, la radicalisation n'est qu'une étape pour aller vers l'extrémisme violent.